C'est lui, le metteur en scène. C'est M. Alinguet qui a peut-être rassuré les régimes de l'Union sacrée ou encore le président de la République pour le servir la tête de M. Matata en utilisant la stratagème IGF rapport pour finalement créer un dossier judiciaire afin d'écarter M. Matata dans la course électorale. Est-ce que Matata Ponyo fait peur plutôt au président Tshisekedi? Mais effectivement, M. Matata fait peur. Face à d'autres candidats qui n'ont pas eu des problèmes judiciaires, il peut faire le poids. D'abord, en termes de probité morale, laissez-moi vous le dire ainsi, je ne vois pas quel est cet acteur politique que l'on peut placer sur le même diapason que M. Matata. Matata, c'est l'un des acteurs politiques après sa gestion. Il a été consulté non seulement par les États africains, mais aussi par le président africain pour prêcher le modèle de gouvernance de qualité qu'il a expérimenté pendant sa gestion comme Premier ministre pendant 5 ans. C'est le professionnel. Non mais ça fait partie des probités, ça fait partie d'éthique, ça fait partie de bon sens, ça fait partie des capacités politiques et professionnelles. Vous savez, Monsieur Dan, je vous ai dit que la mission principale de ce projet Bukangalonzo, c'était d'abord d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Avec son complément de la sécurité alimentaire, accorder à manger, donner à manger aux Congolais. C'était ça la priorité. Et pour ça, il faut la conception d'un projet avec des directives claires, avec un leadership de qualité et une gouvernance de suivi pour l'effectivité de ce projet. Il est candidat à la présidentielle de 2023. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a donc toujours des ennuis judiciaires. Mais on ne sait pas dans quelle juridiction il va finalement être jugé. Mesdames et messieurs, nous recevons dans ce numéro de Face à Face un cadre de son parti politique nouvellement créé, le LGD, Manik Sienda. Bonjour et merci de l'honneur que vous nous faites d'être devant nous ou en face de nous dans ce Face à Face. Bonjour mon frère Dan, c'est à moi de vous dire un grand merci pour cette marque d'honneur et de considération. J'ai toujours considéré ces plateaux comme un réceptacle de la démocratie, comme un temple d'expression démocratique et je pense que notre échange serait un échange républicain auquel le peuple pourra tirer leçons et surtout d'exemples par rapport à la qualité de la démocratie du pays. Sinon, comment se porte le président du parti LGD? Le président du parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, se porte bien. Le professeur Augustin Matata Ponyo est à l'étranger. Comme vous le savez, il y a eu un moment, il avait demandé à la justice de sortir du pays pour se faire soigner parce qu'il a été empoisonné. Et aujourd'hui, au-delà de contacts politiques, il a profité à l'occasion effectivement pour faire un check-up, se faire soigner, un contrôle médical. Et donc, il séjourne encore à l'étranger, mais il va revenir. Comme il en a toujours l'habitude de le dire, le Congo, c'est son espace. Il sera candidat à la présidentielle de 2023, c'est confirmé. Il ne va pas reculer, il ne va pas faire alliance. Ou bien il faut attendre? Non, mais on va attendre quoi? Matata l'a déclaré de manière solennelle. Avant les élections, il y a des alliances qui se font. Non, mais on ne fait pas des alliances avant les enjeux proprement dits, les enjeux électoraux. Le parti vient de naître. Nous avons encore l'objectif d'installer les partis en termes d'implantation du parti. On doit mobiliser les partis. On doit imposer notre veto politique au sein du microcosme politique. En tant que parti politique, nous devons d'abord Il a été Premier ministre. Il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il peut donner de plus? Il a été Premier ministre pendant plus de 3 ans à la tête de la République. Il veut être... Le Premier ministre, c'est celui qui dirige pratiquement la machine politique. Mais il veut être chef de l'État. Qu'est-ce qu'il va apporter? Qu'est-ce qu'il veut apporter qu'il n'avait pas apporté pendant qu'il fut Premier ministre? D'abord, il faudrait savoir que dans notre pays, nous avions eu la mauvaise habitude de croire que devenir président de la République, c'est un fait de spontanéité. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on voit ces phénomènes d'autodidaxie à la tête du pays, ou de gens qui viennent pratiquement de nulle part, et finalement devenir président de la République, un peu dans cette logique des chances et Lokopamba, alors que devenir président de la République... En fait, religion en quoi exactement, Manix? Écoutez, à qui exactement il suffit seulement de checker le profil de tout le président de la République que nous avions eu dans notre pays. Vous allez vous rendre compte que la problématique est tellement manifeste.
Alors qu'ailleurs, en France par exemple, devenir président de la République, c'est cette responsabilité, cette grande marque de responsabilité de porter la charge de la République sur un individu qui a une vision et qui a un modèle de gestion clair à imprimer pour effectivement répondre aux problèmes de Congolais. Et d'ailleurs, ailleurs, pour devenir président de la République, à la limite, il faut quand même être le chef de quartier, gouverneur dans votre passé, ministre dans votre passé, avoir cette expérience des gestions de la chose publique de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons connu comme affaires judiciaires qui le liaient, on peut dire aujourd'hui que Matata Ponyo, face à d'autres candidats qui n'ont pas eu des problèmes judiciaires, il peut faire le poids? D'abord, en termes de probité morale, laissez-moi vous le dire ainsi, je ne vois pas quel est cet acteur politique que l'on peut placer sur le même diapason que M. Matata. Mais ça reste qu'en termes de probité morale. Et je vous donne quelques faits le plus probants. Matata, et je le dis avec beaucoup de modestie d'ailleurs, est l'un des acteurs politiques qui a interdit aux artistes musiciens de le chanter un peu dans cette forme d'immoralité comme on le voit aujourd'hui. On ne chante pas Matata, on ne parle pas de Matata au travers des chansons produites par le musicien congolais. Pourquoi? Parce qu'à une certaine mesure, lorsque vous êtes un homme d'État, vous devez être lié de par la moralité publique. Matata, c'est l'un des acteurs politiques après sa gestion. Il a été consulté non seulement par les États africains, mais aussi par le président africain pour prêcher le modèle de gouvernance de qualité qu'il a expérimenté pendant sa gestion comme Premier ministre pendant 5 ans. C'est le professionnel. Non mais ça fait partie des probités, ça fait partie d'éthique, ça fait partie de bon sens, ça fait partie des capacités politiques et professionnelles auxquelles rêvait un acteur politique qui peut présenter effectivement une sorte de probité morale pour inspirer la confiance. Parce que vous ne pouvez pas inspirer la confiance des États africains, des présidents africains, sans en avoir une probité morale en termes d'exemplarité professionnelle. De la Guinée, du Bénin. Effectivement, le leadership de M. Matata, la gouvernance de M. Matata a servi comme paradigme pour certains États africains. C'est aussi grâce à cette probité, autant morale que professionnelle. Pourquoi n'a-t-il pas mis cette probité pour la réussite d'un projet aussi salvateur que celui du parc agro-industriel de Bukangalonzo qui devait nourrir plusieurs provinces de l'ouest du pays, pour ne pas dire la capitale aussi? D'ailleurs, si aujourd'hui on parle de Bukangalonzo, nous devons admettre que c'est parce que Matata a existé dans ce pays. Bien avant Matata, en termes de vision dans le secteur agricole, nous vivions dans un vide total. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se le dise, le seul modèle d'agriculture que nous avions utilisé depuis la nuit de temps, c'est cette agriculture artisanale utilisée par nos mamans qui nous font manger les mamans maraîchères, les légumes, le ndunda, etc. Dans des espaces aujourd'hui d'ailleurs vendus par des acteurs politiques. Il a fallu qu'il y ait un acteur politique avec une vision un peu beaucoup plus large pour remplacer, au-delà du modèle de l'agriculture informelle, l'agriculture artisanale, il faudrait implanter cette fois-ci une agriculture moderne, agriculture industrialisée pour apporter des vraies solutions à une démographie, à un besoin démographique aussi criant. Parce qu'aujourd'hui... L'idée était bonne, mais la mise en œuvre, la matérialisation, l'effectivité, c'est un chantier mort aujourd'hui. Vous savez, M. Dan, je vous ai dit que la mission principale de ce projet Bukangalonzo, c'était d'abord d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Avec son complément de la sécurité alimentaire, accorder à manger, donner à manger aux Congolais, c'était ça la priorité. Et pour ça, il faut la conception d'un projet avec des directives claires, avec un leadership de qualité et une gouvernance de suivi pour l'effectivité de ce projet. Mais comme il est de principe dans la gestion de l'État, les individus passent, les institutions restent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'une des différences qui crée la démarcation entre les leaders et le manager, les managers étant gestionnaires de projet, en réalité. Mais les leaders, au-delà du fait qu'ils soient gestionnaires du projet, les leaders, c'est lui-même le créateur du projet. Et il a fallu qu'il y ait un leader qu'on appelle Augustin Matata Ponyo Mapon pour créer ce projet qu'on appelle Bukangalonzo. Dans le rapport de l'IGF,
sur le dossier Matata, il y a assez d'incongruité, assez d'irrationalité. Lesquels, par exemple? Le premier élément qui justifie l'irrationalité dans ce rapport. L'IGF vous parle d'un détournement de 287 millions de dollars. Posez à M. Alinguete la question de savoir le projet en soi, Bukangalonzo, le fonds global, le fonds total, était évalué en termes de combien de dollars? C'était en même temps 287 millions de dollars. C'est-à-dire, dans la logique de l'IGF, toute la somme d'argent destinée pour Bukangalonzo a été détournée. Alors que tout à l'heure, je vous ai parlé de points de vente, ce qui justifie la production, la distribution, la commercialisation et enfin la consommation. Donc selon l'IGF, rien n'a été fait. Selon l'IGF, dans la logique de l'IGF, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que toute la somme destinée pour l'exécution de ce projet Bukangalonzo, toute cette somme-là a été détournée. Alors que il y a dans le ventre de Congolais, on peut trouver une petite quantité de maïs de Bukangalonzo. Et ça s'appelle le mensonge. Tout à fait. Deuxième incohérence, s'il vous plaît, c'est très important. Dans le rapport, parce que nous avons lu scrupuleusement le rapport de l'IGF. Justement, dans le rapport de l'IGF, il a dit que M. Matata et M. Kitebi ont détourné l'argent de Bukangalonzo tout au long du délai de l'exécution de ce projet. Alors que M. Kitebi, comme ministre délégué de Finances, n'a participé à ce projet que dans le premier volet, parce que dans le gouvernement Matata 2, Kitebi n'était plus ministre de Finances. Alors, le rapport de l'IGF nous raconte quoi? Et encore que même dans ce rapport, l'IGF, en tant qu'expert technique en matière de finances publiques, en tant qu'auditeur, il est de bonne loi, surtout ça fait partie des exigences inéluctables de finances publiques. Lorsque vous auditez quelqu'un, avant de faire le rapport, il faut faire la confrontation d'expertise. La contre-expertise. La contre-expertise, faire appel à la personne que vous avez chargée en termes de grief, vous l'appelez et vous prenez ces éléments. Je ne vous arrête pas, et vous confrontez avec le vôtre, ce qui n'a pas été le cas. Je ne vous arrête pas, Manix Yenda. Pourquoi l'IGF, qui est cette institution qui est spécialisée dans les enquêtes, la bonne gestion des finances publiques, est une institution spécialisée? Vous voulez dire, est-ce qu'on doit se dire qu'elle s'est trompée de mettre ou d'ajouter M. Matata Ponyo dans la chaîne de dépenses pour dire qu'il est il est l'auteur principal de la débâcle de Bukangalonzo? Est-ce que l'IGF s'est trompé ou l'IGF l'a fait intentionnellement peut-être? Mais je vous ai dit que l'IGF a pratiquement chaviré sa mission maîtresse. Dans quel intérêt? Et les conséquences sont là. L'IGF a pratiquement cogné l'iceberg parce qu'elle s'est permis à nager dans le bain de domaines qui ne le concernent pas. Quel domaine? Dites-moi, en qualité de qui, M. Alinguete, comme inspecteur général de finances, pouvait s'assumer en disant qu'il n'y a pas de guerre ici en République démocratique du Congo? À la limite, la guerre qu'on voit, c'est une scène cinématographique qu'on voit à la télé. C'est en qualité de qui? En qualité de qui, M. Alinguete peut inciter? Parce que c'est celui, les vendeurs, d'une image positive à l'étranger pour inciter les investisseurs de venir au Congo. C'est en qualité de qui? En qualité de qui M. Alinguete peut se donner le luxe de qualifier et voire même de réqualifier les faits infractionnels à charge d'un individu? C'est en qualité de qui? Ça fait partie de ses missions, reconnues comme IGF, ayant la mission d'audit, de vérification et de contrôle de finances publiques de l'État. C'est en cela qu'il a échappé le chemin. Pourquoi? Parce que l'IGF, comme outil de travail pour contrôler les finances publiques de l'État, est transformé à un petit jeu de Nintendo manipulé par le maître de l'école. C'est très fort. Et c'est ce qui est très décevant. C'est très fort. Et aujourd'hui, on sent l'acharnement même de l'IGF. Regardez les derniers communiqués. Sur Matata Ponyo. L'acharnement sur M. Matata, parce que l'IGF, c'est lui, le metteur en scène. C'est M. Alinguete qui a peut-être rassuré les régimes de l'Union sacrée ou encore le président de la République pour le servir la tête de M. Matata en utilisant la stratagème IGF rapport pour finalement créer un dossier judiciaire afin d'écarter M. Matata dans la course électorale. Est-ce que Matata Ponyo fait peur plutôt au président Tshisekedi? Mais effectivement, M. Matata fait peur. Mais en réalité, il n'y a pas que Matata qui fait peur à M. Tshisekedi.
c'est tout le Congolais dont le passé est couronné par un succès au travers des actions positives faites par ce gens-là. Ces gens-là font peur à M. Tshisekedi. Tel que... Même si Florent Ibenge est notre entraîneur national, s'il était politique et qu'il était candidat président de la République, je suis sûr qu'aujourd'hui, on allait lui créer déjà un dossier judiciaire. Parce qu'il a un passé élogieux. On a peur de Matata parce que dans le passé de Matata, il y a assez d'actifs. Matata a un discours à présenter au peuple. Pas un nouveau souffle de changement amené par le président Tshisekedi. On voit les réserves d'échange, on voit l'état de droit, on voit l'orthodoxie financière par-ci par-là. Avec le président Tshisekedi, on sent un nouvel élan, une nouvelle méthode de gestion de la chose publique. C'est quand même des choses que certains sont en train de saluer. Vous parlez de l'état de droit? Quel état des droits que vous parlez? État de droit comme discours de campagne? Je ne pense pas qu'il s'agit de cet état de droit que nous voulons bâtir pour notre nation. On n'a pas besoin d'un état de droit fondé sur la vengeance privée. On n'a pas besoin d'un état de droit comme discours politique ou encore injustificatif pour éliminer certains candidats à la course électorale. L'état de droit, c'est le respect des textes. La beauté même d'une république, effectivement, c'est lorsque on se donne le luxe à se soumettre sous les exigences de la loi. Procès 100 jours, procès Matata. Vous parlez de procès 100 jours? Et tout ça, ce sont des preuves. Vous parlez de procès 100 jours? Des ministres qui font la prison, c'est une preuve que quand même, on l'a jamais vécu. Je vous ai dit... Depuis l'indépendance de notre pays, jamais un ministre ou un directeur de cabinet du chef de l'État en fonction fait la prison. Ce sont des choses inédites, M. Manixi. Monsieur Dan, mon frère, je vous ai dit, sous Tshisekedi, on ne peut même pas parler de l'état de droit. À la limite, comme discours de campagne, comme discours fantaisiste, oui, on peut parler de l'état de droit. Mais dans la réalité, l'état de droit qui s'est défini comme un état dans lequel le respect de loi de la République, le respect de l'indépendance des juges est défini, il ne s'agit pas de cet état de droit. Vous parlez de l'état de droit comme une des réalités inédites sous le mandat de Tshisekedi. Oui, vous avez peut-être raison de parler d'une des réalités inédites. C'est parce que c'est dans cet état de droit que nous avions eu une grâce présidentielle du président de la République, signée par le président de la République, mais qui souffre de l'applicabilité parce que la ministre de Justice n'arrive pas à exécuter la décision du président de la République. Ça, c'est inédit. On parle de l'état de droit, où le procès a été retransmis même à la chaîne nationale. Et les Congolais ont vu, entendu, le procès 100 jours, où on a condamné même certains Congolais pour avoir détourné le fonds public de l'État. Qui sont toujours condamnés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non mais allez dans la prison de Makala, le tombeau est totalement vide. Qui de ce projet 100 jours est dans la prison de Makala, que vous connaissez? Provisoire, liberté provisoire. Écoutez. Ils ont des restrictions judiciaires. Ils ne peuvent pas peut-être quitter le pays, ils ne peuvent pas faire certaines choses. C'est aussi c'est aussi l'action de la justice. Vous savez, ce qui est très dangereux, et moi je suis convaincu que le régime de M. Tshisekedi était un régime de malédiction. Comment c'est très fort ça? C'est très fort, pourquoi? Parce que lorsque le président de la République prête serment devant Dieu et devant la nation, ça c'est sacré. C'est même la dimension de la sacralité de la fonction du président de la République. Mais la justice est indépendante, M. Manix-Yenda. La justice est un pouvoir qui est indépendant du pouvoir exécutif et des autres pouvoirs. Non mais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas parler de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler de ces principes des Montesquieu, la séparation de pouvoir. Voilà. C'est sous l'affaire de M. Matata que nous avions assisté à des catastrophes terribles du point de vue institutionnel. À ce que moi je considère personnellement à une sorte de rébellion constitutionnelle. Ici, dans ce pays, sous état de droit, comme vous voulez qu'on parle de l'état de droit sous Tshisekedi, où on voit un président d'une institution aussi importante comme le Sénat récuser la dextérité intellectuelle de juge de la Cour constitutionnelle. Chose grave, il refuse même l'applicabilité de l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Il a toujours demandé
la notification par la Cour constitutionnelle. Non, mais qu'ils La lisent, Cour ne l'a jamais notifié. qu'ils lisent Voilà. la teneur de l'article 168 de la Constitution, qui parle des effets exécutoires et immédiats des arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi la Cour n'a pas notifié au président du Sénat? Non, mais la Cour va notifier à qui? Au président du Sénat? Non, mais pas du tout. Lorsque la Constitution dit exécutoire à l'égard de tous, la Constitution fait allusion à qui? Lisons l'article 168 de la Constitution. On est en train de démystifier pourquoi est-ce les qu'il- fonctions de la Mais République. pourquoi est-ce que... Combien de fois, s'il vous plaît, Il n'a pas combien de recouvré. fois M. Matata, comme sénateur, a écrit au président de la République? Ne serait-ce que sur de bases ou des raisons d'élégance institutionnelle, En tant que garant du ne bon serait-ce que sur de bases de respect sur les anciens gestionnaires du pays, parce qu'il s'agit quand même, au-delà du fait qu'il soit sénateur, il s'agit quand même d'un ancien Premier ministre du pays qui écrit au président de la République, qui n'a jamais connu des réponses. C'est ça, l'intention astucieuse Manix. de vouloir à tout prix Je vous pose la question... écarter M. Matata dans la course électorale. Je vous pose la question en tant que juriste, Oui, parce que vous l'êtes. oui. Si la Cour constitutionnelle se déclare incompétente de juger une personnalité, un ancien Premier ministre de la République tel que M. Matata Ponyo, en tant que juriste en droit, devant quelle juridiction peut-il être jugé? Ben, vous savez, parce que vous me demandez de répondre en tant que juriste, et je vous réponds en tant que juriste. Et cette fois-ci, avec ma casquette des spécialistes en droit constitutionnel. Ok. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent inventer le droit, créer le droit aux besoins du président de la République, de l'Union sacrée, et il y a même d'autres qui veulent que le droit soit interprété en Chiluba pour qu'ils comprennent mieux. C'est ce qui est dommage. Le juge ne peut pas accéder le fond d'un dossier judiciaire sans passer par la passerelle, considérée comme une condition sine qua non qu'on appelle les procédures. C'est comme ça que dans le système juridique congolais, il y a le droit des procédures pénales et le droit de procédure civile. On ne veut pas qu'on respecte les procédures en la matière. Et surtout, ici, nous sommes dans un droit constitutionnel pénal. Comme il est des principes, la procédure pénale est des stricts respects, et voire même des strictes interprétations. Ces gens-là veulent que le juge de la Cour constitutionnelle condamne M. Matata sans se référer des bases prévues dans la Constitution en ce qui concerne les procédures. Parce que la Constitution a défini les procédures pour mettre un président de la République au temps pour le Premier ministre en exécution. Là, on est devant le cas d'un ancien Premier ministre. Alors... Il n'est plus en fonction, il est sénateur. Non, mais s'il est sénateur, Mais les faits commis... le juge d'un sénateur, c'est un juge qui doit d'abord avoir la compétence matérielle. La même Cour de cassation qui s'en saisit aujourd'hui, elle avait fait son déclinatoire de compétences pour le fait de ne pas juger un sénateur pour des infractions qu'il a commises pendant qu'il était Premier ministre. D'où C'est en cela que le procureur général près la Cour de cassation avait renvoyé le dossier vers la Cour constitutionnelle. d'où s'il y a un vide juridique. Et la Cour constitutionnelle a traité le dossier conformément aux prescrits de la Constitution. Il y a un vide juridique alors. Eh bien, s'il y a un vide juridique, je pense que le dossier Matata est une occasion de réajuster l'ordonnancement juridique congolais de notre pays. De régler un tout petit peu la législation congolaise, parce que vous avez détecté effectivement une faiblesse. Et cette faiblesse se justifie par l'évolution politico-juridique de notre pays. Il faut qu'on s'en saisisse. Il faut qu'on s'en saisisse. Il faut que la justice... Comment régler ça? Il faut... Non mais regardez, c'est pour la première fois que le pays a un ancien président de la République, n'est-ce pas? M. Joseph Kabila, sénateur à vie. Pour la première fois. Moi je comprends. C'est vide, ce que vous qualifiez de vide juridique, par le fait que les politiques, et voire même la législation congolaise, par cette habitude, cette accoutumance politique et voire même juridique, n'ont pas prévu le sort d'un ancien Donc c'est le moment d'y penser. président de la République. C'est le moment d'y penser. Et encore chose grave,
Lorsqu'on parle du président de la République, son colistier direct en termes de responsabilités pénales, c'est le Premier ministre. Les deux sont là, c'est clair. justifiables devant la Cour constitutionnelle comme leur juge pénal. Voilà. Mais pour le président, ancien président de la République, on lui a réservé le privilège d'avoir le droit à un statut des anciens présidents de la République avec un répondant juridique clair, alors que cela n'a pas été le cas pour le Premier ministre. Encore que, il faudrait savoir si cette loi portant statut des anciens présidents de la République est conforme à la Constitution. Parce que dans cette loi-là... Il faut reformer cela. Dans cette loi-là, effectivement, nous on parle de la réforme. Il faut une initiative parlementaire. Il faut réajuster le système juridique congolais avec de lois qui s'adaptent au contexte socio-politique de l'heure. C'est un besoin fondamental. Est un besoin fondamental. Et moi je pense, c'est que l'Union sacrée pouvait utiliser, c'est effectivement de se servir de leur majorité numérique au Parlement, parce qu'ils sont majoritaires au Parlement. C'est au niveau du Parlement qu'on adopte le proposition de loi pour effectivement créer un texte juridique qui traite sur la poursuite des anciens présidents de la République, autant pour les anciens premiers ministres. D'accord. À défaut de quoi, on sera dans l'irrégularité, dans l'arbitraire, et cela ne sera pas correct. Et surtout que... Aujourd'hui, M. Matata Ponyo ne siège pas au Sénat, malgré l'arrêt de la Cour. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il ne siège toujours pas. Non, mais ses immunités ont été levées. Dans l'affaire zaïranisation ou dans l'affaire Bukanga Lonzo. Non, mais il y a eu assez de raccordements frauduleux dans cette affaire de Matata. Pourquoi? Parce que la stratégie politique de l'Union sacrée, c'est celle de savoir Matata ou rien. On veut de la tête de M. Matata. Et pour ça, on est obligé de violer les dispositions de la Constitution, de violer les lois, de violer les principes des bases qui régulent même l'État, principes de l'indépendance de la justice, etc. Parce que les raisons pour lesquelles l'on avait sollicité la levée des immunités de M. Matata, c'était effectivement sur le dossier. Alors, mais pour ce dossier-là, M. Manix Yenda, j'aimerais qu'on parle... Il n'y a eu jamais de suite. Pourquoi? Parce qu'on a scruté le fond du dossier et on s'est rendu compte le monsieur était pour rien. Mais malheureusement, j'aimerais qu'on parle... Ils se sont servis de l'automatisme de l'opportunité pour lancer une poursuite judiciaire sans préalablement qu'il y ait congrès réuni comme le demande la Constitution. J'aimerais qu'on parle un peu de la fortune personnelle de M. Matata Ponyo. Oui. Sa fortune personnelle. Oui. Il a été Premier ministre de 2012 à 2016. Oui. Logiquement, c'est 4 ans. Il a aujourd'hui construit une grande université dans le Maniema, oui. À Kindu, une grande université, prestigieuse, on va même dire. Est-ce que, avec son salaire propre pendant 4 ans de Premier ministre, il peut se permettre de construire un tel immeuble, une telle bâtisse? Je voudrais un tout petit peu mettre un accent. Logiquement parlant. Un accent de précision par rapport à votre question. Parce que vous parlez des Matata seulement, comme Premier ministre pendant 4 ans. Oui. Alors qu'avant qu'il ne devienne Premier ministre pendant 4 ans, il était ministre de Finances. Il était le directeur général de BCECO. Il était l'un des directeurs dans la Banque centrale de notre pays. Il était plusieurs fois conseiller dans les différents ministères du pays. À vous qui voulez faire cet exercice d'évaluer sa fortune, tenez compte aussi de son parcours, parce que dans son parcours du passé, il a amassé autant d'argent en tant que tel. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, parce que vous parlez de l'université Mapon. Encore que, vous savez, aujourd'hui, le mal, c'est que les spéculations restent sur la tête de Congolais. Parce qu'il y a des gens qui viennent matin, midi, soir avec le même discours du mensonge et ils pensent que le mensonge peut se transformer en vérité. C'est quand même dommage. Le mensonge, c'est à propos de quoi? C'est à propos de l'université Mapon. Il y a même des Congolais qui disent il a planté le maïs et il a récolté... Il a construit l'université. C'est compliqué. C'est du bas étage. Mais comment expliquer? C'est du caniveau. Comment expliquer? Allez vers Kindu. Allez à l'université Mapon. À l'entrée, vous verrez une plaquette de bailleurs, de grandes entreprises connues et de nom et d'adresse, qui ont eu à financer pour l'effectivité, pour la construction de cette université. Allez demander. Encore que
Le procureur général près la Cour de cassation, il l'a dit. Ils avaient contacté l'architecte de cette université qui a établi les différentes rubriques en termes de besoins financiers qui ont concouru à la construction de cette université. On raconte quoi? Aujourd'hui, M. Matata fait partie, je le dis avec beaucoup de modestie, une fois de plus, de ces Congolais exceptionnels qui a créé un complexe scolaire où les enfants étudient dans des conditions de standard international, des conditions le plus qualitatives possibles, mais dans la gratuité, sans payer un franc. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait quand il était pour le compte de l'État, pendant qu'il était Premier ministre? Non mais c'est comme Pourquoi pour dire, M. le projet Matata, quand il était Mille-Écoles Premier ministre, il n'a rien fait. Non, une université d'une telle envergure. Non mais écoutez, On n'a pas. écoutez, vous ne pouvez Même pas... l'université de Kinshasa n'a s'il pas vous plaît. le même luxe que Monsieur- l'université Mapon. Monsieur, c'est un problème de leadership. Cette université, je ne pense pas que ça se trouve au Rwanda. C'est une université de Congolais.